Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous retrouver ici lors de ce webinaire. On va laisser encore un petit temps, permettre à ceux qui arrivent encore de se connecter. On espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez, que vous voyez également le support de présentation. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat qui se trouve sur votre droite. Bonjour, bonjour à tous. Vous voyez le support, ça fonctionne très bien, merci. Vous nous entendez, ok. Je vois encore des connexions, hein, donc on se laisse aller 30 secondes, une minute avant de démarrer. On voit effectivement des représentants d'organismes. Hein, effectivement, vous pouvez nous dire qui vous êtes si vous le souhaitez. Eh bien, on y va. On peut démarrer. Certains vont peut-être nous rejoindre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marilyn Després, responsable des partenariats et de l'appui aux transitions. Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Aujourd'hui, avec effectivement ce webinaire hein, dans le cadre de notre plan de concertation avec les organismes de formation. Donc, c'est un nouveau temps fort à la fois pour nous, mais aussi pour vous qui êtes là connectés, et puis pour tous ceux aussi qui auront la possibilité de voir le replay, hein, puisqu'un replay vous sera délivré avec également le support de présentation. Donc, on peut se présenter, peut-être tous. Absolument. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Amandine Wessenbacher, chargée de projet, donc qualité des organismes de formation et chargée de projet CLEA. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Lionel Lemaire, directeur général Transition Pro. Ravi d'être avec vous pour cette matinée. Donc, vous êtes pas loin de 70 personnes représentants d'organismes de formation en ligne. Je vois aussi que sont présents certains représentants d'opérateurs du conseil en évolution professionnelle ou d'autres structures également d'accompagnement. Je vois aussi qu'il y a des représentants de la région Grand Est. Donc, bien, écoutez, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, nous sommes avec vous afin de poursuivre hein, les travaux qui sont menés dans tout ce qui va concerner la sécurisation des parcours professionnels via notamment les parcours adaptés, les parcours individualisés, et voir comment nous pouvons effectivement agir pour répondre à cet enjeu et aux attendus de transition pro dans ce cadre-là. Donc, la qualité au cœur des parcours. Je pense que le titre a été bien choisi. La qualité sous peut-être de grandes formes. La qualité dans le sens comment ensemble on travaille pour délivrer et permettre la mise en place de parcours en se regardant faire et en améliorant nos pratiques au quotidien. Et puis, une mission qualité.
qui nous amène à nous assurer que les formations qui sont financées dans le cadre du projet de transition professionnelle répondent aux exigences qualité. Sur la partie plus, comment nous construisons ensemble, comment nous avançons ensemble au service des bénéficiaires, au service des candidats qui viennent vous voir. Donc cette rencontre fait suite à un premier webinaire qui a eu lieu le 16 février 2021, qui était sur la même thématique et qui avait comme objectif de lancer effectivement une grande concertation avec les organismes de formation et d'engager, en tout cas de vous entendre et de construire avec vous pour engager un certain nombre d'actions. Suite à ce premier webinaire, donc 3 ateliers ont été menés avec les organismes volontaires en mars. En tout, c'est une vingtaine d'organismes de formation qui ont travaillé à nos côtés et une dizaine de représentants par atelier. Cette modalité répond pleinement à notre principe d'intervention d'une manière générale, c'est-à-dire, certes, il y a un certain nombre d'éléments qui correspondent au cadre dans lequel nous intervenons, mais à l'intérieur de ce cadre, l'objectif, c'est vraiment de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs, en concertation avec l'ensemble des acteurs pour co-construire plutôt qu'imposer une démarche. Donc, merci à tous les contributeurs. Là, nous allons vous restituer les différents travaux dans la suite. Et puis, donc, webinaire en 2 temps, avec effectivement ce premier temps sur le retour de ces différentes concertations, de ces différents ateliers. Et puis, un deuxième temps, nous ferons un peu un focus sur la mission qualité et la manière dont elle s'engage à partir de maintenant et comment vous allez être sollicité au travers de cette mission. Voilà. Et encore une fois, merci à tous. Et j'en profite aussi, en ce mot d'introduction, pour remercier Michel Klein, Marius Germinal, qui sont peut-être connectés. J'ai vu que Michel Klein l'était, donc le président et le vice-président de Transition Pro Grand Est, qui s'associent pleinement, ainsi que le conseil d'administration, à la démarche que nous engageons aujourd'hui. Merci Lionel. Donc effectivement, un petit retour sur les différentes thématiques sur lesquelles nous avons travaillé donc, avec les organismes de formation. Donc le premier atelier donc, était effectivement sur le positionnement avec pour objectif qu'on puisse définir ensemble les aspects incontournables du positionnement d'un candidat et qu'on puisse, encore une fois, ensemble dégager des pistes pour que le candidat puisse de façon encore plus accrue, je dirais, s'approprier en tout cas la proposition qui lui est faite au travers de ce positionnement. Le second atelier, qui a été animé avec le responsable d'instruction, donc Paul Coelho, avait pour enjeu cette fois-ci d'échanger sur l'ingénierie en menant des réflexions notamment autour de l'individualisation des parcours, sur comment agir pour individualiser des parcours avec des modalités différenciées et de manière sécurisée. Enfin, le troisième atelier consistait à échanger autour du certificat de réalisation qui a été cette fois-ci animé avec la collaboration de Valérie Savouret du service gestion, où on a poussé cette fois-ci nos réflexions sur l'utilisation de ce certificat de réalisation et comment en faire un outil quelque part de suivi et de sécurisation donc, pour les candidats. Merci Amandine. Donc l'idée, c'est bien aujourd'hui de restituer, je dirais, les éléments clés qui ont été vus lors de ces différents groupes. Donc dans le cadre du positionnement, merci Julie. Donc dans le cadre du positionnement, nous avons pu échanger tout d'abord sur la manière, quelque part, dont vous voyez le positionnement. Est-ce que c'est plus quelque chose qui va guider, j'ai envie de dire, un petit peu la suite dans le cadre du parcours de la personne, ou est-ce que c'est vu peut-être comme quelque chose de très progressif, comme un jalon qui est mis à un moment donné et qui peut justement permettre de voir un petit peu comment les choses vont se passer ensuite pour la personne, soit de façon assez cadrée, j'ai envie de dire, ou soit qui va laisser la place à des possibilités d'aménagement. Lors de ce groupe, nous nous sommes entendus sur les incontournables du positionnement, donc à savoir un positionnement qui à la fois prend en compte, mais aussi qui renseigne dans le cadre du bilan de positionnement, eh bien, la situation singulière de la personne. Qu'est-ce qui l'amène vers cette formation? Eh bien, qu'est-ce qui l'amène vers ce métier, vers le métier qu'elle vise?
Est-ce que c'est par choix ou est-ce que la personne est plutôt dans une situation parfois subie? Elle peut rencontrer aussi des difficultés dans son parcours, dans sa vie personnelle aussi, dans sa vie professionnelle. Est-ce qu'elle a mûri son projet? Ce sont des éléments, vraiment qui sont, fortement, attendus par Transition Pro, mais aussi qui viennent bien servir la personne pour qu'elle puisse, bien, s'approprier les choses dans le cadre de cette formation. Parfois, il est également, fait état, de l'accompagnement, par un conseiller en évolution professionnelle, hein, dans le cadre des positionnements. Ce sont des choses qu'on va revoir aussi, dans, des besoins qui ont été repérés, évoqués par les organismes de formation. Nous nous sommes aussi questionnés sur la temporalité. Est-ce qu'à ce stade du positionnement, un aménagement de la formation, va avoir lieu? Est-ce que, les modalités pédagogiques vont être adaptées? Est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce que ce sont des choses qui sont peut-être vues plus tard par l'organisme, en lien notamment avec la pédagogie, sur la formation, en question? Est-ce qu'il va y avoir un allègement ou un module complémentaire? Ou est-ce qu'on va plutôt faire autrement finalement, à ce stade-là? L'important en tout cas, c'est que les choses soient argumentées et que la personne se les approprie. Ça c'est, voilà, on a beaucoup été là-dessus, hein, sur cet atelier, sur l'appropriation par la personne, de ce qui pouvait lui être proposé, parce que ça correspond aussi à ses attentes, à son rythme, à son expérience aussi, à des expériences vécues, au préalable. En termes d'éléments facilitants, ce qui a pu être relevé, à ce stade, eh bien, ce sont des appuis possibles. Les organismes de formation, participants nous ont dit: «Oui, c'est vrai qu'on prend peut-être pas finalement suffisamment le réflexe de se mettre en lien avec, les personnes qui ont accompagné, le candidat, pour en savoir un petit peu plus, peut-être pour conforter, parfois des choses». Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement encouragées et qui, peuvent être renforcées. Donc Transition peut être un appui en ce sens, hein, puisque, nous avons, des collaborations, forte avec l'ensemble de ces opérateurs et nous pouvons être, faire partie de d'être ce maillon, j'ai envie de dire, pour bien articuler les choses et permettre justement cette facilitation. En termes de besoins, identifiés, finalement, les organismes présents nous disaient: «Mais c'est pas finalement évident pour nous de déceler, en tout cas à ce stade, ce qui va être facilitant, justement pour la personne dans son apprentissage». Donc voilà, ça a été vraiment repéré comme un besoin, et comme un axe de travail possible. Donc on va y revenir tout à l'heure, on va vous proposer un atelier à l'automne, en ce sens. Donc, sur le positionnement, finalement, à la fois des questionnements et une nécessité à ce stade-là, en tout cas, de vraiment travailler sur le continuum, c'est-à-dire qu'effectivement, le passage d'une personne par un positionnement préalable à une entrée en formation, elle peut faire suite à l'élaboration d'un projet avec un CEP. Mmh. Derrière, il va y avoir éventuellement d'autres intervenants. C'est comment, ensemble, on assure ce continuum pour que l'entrée en formation soit sécurisée. Et puis, on voit qu'effectivement, ça peut être compliqué à ce stade-là, en amont de la formation, de totalement individualiser. En Oui. tout cas, c'est ce qui est revenu. Et il faut trouver la bonne maille entre qu'est-ce qui peut être identifié en amont et comment on va construire un parcours qui peut être un parcours sur mesure. Et j'aurais presque envie de dire en essayant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'il faut aussi se dire que les organismes qui joueront le jeu dans la tentative d'individualisation, qui iront le plus loin possible, pourront revenir vers nous en disant Mmh. attention, peut-être que là, on a à ce moment-là pas vu cet aspect-là et qu'il faut réguler en cours de formation. On aura forcément un regard bienveillant sur ceux qui tentent de travailler sur le sujet. Et puis évidemment, et je crois que ça, il faut qu'on continue à le travailler, c'est la question du positionnement tout au long du parcours. Mmh. Parce que quelque part, Mmh. il y a un positionnement initial et puis on voit bien que la structuration pédagogique va faire que régulièrement, dans le cadre de la formation, on va voir où on en est par rapport à ce qui était prévu et potentiellement ajuster. Complètement. C'est d'ailleurs en ce sens, hein, que sur, le groupe 2, hein, donc l'ingénierie pédagogique et financière, cette question, j'ai envie de dire de la modalité la plus adaptée finalement à la personne a fait l'objet aussi de réflexions et d'échanges lors de ce groupe de travail. En quoi finalement une modalité ou cette modalité, correspond à une condition de réussite d'apprentissage de la personne? Quel impact pour la personne sur son parcours, mais également quel impact sur le coût forcément, Mm. en lien avec la formation, visée?
Notre objectif, dans ce cadre-là, bien sûr, c'est, j'ai envie de dire, de servir le plus grand nombre dans le cadre du projet de transition professionnelle, hein. C'est des choses, qu'on dit et qu'on redit parce que c'est un enjeu fort. Pour cela, il s'agit d'optimiser aussi les fonds de formation. Donc il a été rappelé, hein, lors de ce groupe que le salaire représentait quand même 70 du coût global du dossier, donc vraiment non négligeable, et que c'est bien là qu'on pouvait avoir effectivement, avec vous, différents leviers pour que les parcours soient adaptés, avec des modalités, on le disait, différenciées. Donc celles qui ont été citées, hein, j'en cite quelques-unes, tout ce qui va concerner la modularité, l'hybridation de la formation, des temporalités aussi parfois différentes, hein, que ce qui était peut-être prévu aussi initialement, des formations en bloc de compétences, des VAE partiels avec des UE peut-être en présentiel et en distanciel, donc avec des parcours dits mixtes. Et puis, on a aussi évoqué, par exemple, des CQP qui seraient modularisés en bloc avec un CQP qui peut être complet et peut-être un autre module, ajout d'autres modules. Donc là aussi, argumenter, échanger, tu le disais Lionel, avec nous, ça c'est tout à fait envisageable. Donc pour cela, nous vous encourageons à nous faire des propositions, soit sur un dossier, un parcours singulier, particulier, soit sur une formation, hein, d'échanger sur un type de formation. On l'a fait récemment avec un organisme. L'organisation de la formation, son contenu, sa durée, hein, il y a des leviers qui peuvent être activés sur ces différents pans, j'ai envie de dire, de la formation, pour bien sûr adapter, ce parcours pour le candidat. L'un des besoins qui a été repéré à ce stade-là, s'est porté plutôt sur les éléments de langage. Comment travailler les différents éléments de langage lorsque le parcours est aménagé. À titre d'exemple, hein, un organisme nous disait bah, c'est compliqué parce que les personnes ont l'impression qu'on réduit, qu'on leur enlève quelque chose et elles poussent parfois peut-être pour avoir un parcours complet. Donc ça, ce sont des échanges qui ont lieu effectivement au sein des organismes de formation, mais ce sont aussi des choses qu'on pourrait travailler ensemble, hein, de manière aussi collaborative pour travailler justement à ces éléments de langage. Le but n'est pas, j'ai envie de dire, de convaincre, mais bien de s'approprier et de faciliter justement ainsi l'entrée en formation et la suite du parcours. De notre côté, nous engageons à étudier les propositions qui peuvent être faites, hein, voir si notamment administrativement, ce sont des choses qui peuvent se concrétiser. Donc nous, vraiment, on s'engage à vous répondre, à étudier les choses et à vous apporter une réponse par rapport aux propositions qui sont faites. Je dirais peut-être un petit peu à challenger ça avec nous. Donc voilà, c'était un des messages qu'on voulait aussi faire passer ou refaire passer aux organismes de formation. Alors, oui, enfin, on voit bien qu'il y a un enjeu ici. Alors, il y a un enjeu de langage, clairement, c'est-à-dire qu'on a souvent parlé, notamment antérieurement, de réduction de parcours. C'est-à-dire qu'il y a un parcours et puis, finalement, l'attendu, ce serait, il faudrait qu'il y ait une réduction de parcours. Je crois qu'il faut qu'on change cette vision des choses. Ce n'est pas la question de réduire ou de ne pas réduire, c'est si tous les parcours sont individualisés, ils sont juste faits sur mesure. Et à partir de là, on peut imaginer que l'acceptabilité de ce qui va être proposé à la personne sera bien différente que si on est dans une démarche où Transition Pro est dans l'attente que on optimise les coûts, donc on va faire une réduction de parcours. Je pense qu'il ne faut pas qu'on le travaille comme ça. Il faut l'envisager autrement. Et l'enjeu, c'est un enjeu qu'on peut partager, c'est à la fois servir le plus grand nombre, ça je pense que c'est un enjeu de société, et aussi, plus les fonds sont mobilisés, ou plus les durées sont réduites, plus les fonds qui seront mobilisés sur les coûts pédagogiques. Pour être clair, aujourd'hui on dit que le salaire représente 70% des coûts. Si on réduit la part de présentiel, si on réduit la part de l'autorisation d'absence, les moyens qui seront réinvestis pourront l'être sur davantage de formations qui pourront du coup alimenter davantage les organismes de formation sur les candidats qui s'adresseraient à eux et là aussi élargir le spectre des personnes qui peuvent bénéficier du projet de transition professionnelle au regard des priorités qui sont. Donc il y a véritablement un travail encore et qui va continuer et qui s'arrêtera probablement jamais. Mais déjà, c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on vise finalement. Hein, et on ne vise pas juste à réduire un parcours, on vise à servir, à donner à l'individu ce dont il a besoin dans un cadre réglementaire, parce qu'en fonction des formations, le cadre n'est pas forcément le même, dans le respect du cadre réglementaire,
et, et faire en sorte que ce parcours soit couronné de succès, tout en se disant, on est bien conscient que quand on travaille sur du sur-mesure, dans la logique où on a fait un positionnement préalable, il peut y avoir des impondérables qui se présentent pendant une Mhm. formation, et il est impératif à ce moment-là qu'on puisse travailler ensemble, et on a déjà eu des situations qu'on a été amené à réguler en modifiant l'organisation de la formation, en réétalant un certain nombre de choses. Donc on trouve toujours des solutions euh, quand il y a une difficulté particulière. Donc voilà, on vous attend. Alors on vous attend, et c'est vrai que tu parlais euh, plutôt de l'automne. On va laisser passer la période là qui est en cours, où on travaille sur les rentrées voilà, de septembre notamment. Mais on peut, voilà, il y a vraiment un travail à lancer à partir de l'automne autour de voilà, comment on peut aller plus loin, comment on peut travailler ensemble, comment on peut partager aussi une vision de la pédagogie et de comment elle peut s'appliquer dans le cadre de ces parcours individualisés. Et là, on en reparlera tout à l'heure, mais on pourrait faire appel à un certain nombre d'experts qui pourraient nous aider sur le sujet. Est-ce qu'à ce stade, avant peut-être de passer à la restitution du groupe 3, il y a des questions, des interrogations hein, sur cet enjeu à la fois fort et les complexités hein, qui peuvent aussi aller avec? Alors, on a une question. Quelle est la durée moyenne des formations? Quelle différence de durée en fonction du type de certification? Jean R. Alors, c'est une question. Alors, la durée moyenne ne signifie pas grand-chose, mais on est quand même globalement, dès lors qu'on parle de certification, autour de formations qui vont durer entre 8 et 10 mois. Voilà, je dirais, c'est un peu l'essentiel de ce qui est présenté au sein de Transition Pro. Mais cette moyenne-là, elle cache d'autres réalités, qui sont qu'il y a des formations qui sont beaucoup plus courtes, et puis d'autres qui peuvent par ailleurs être plus longues. Et pour rappel, la prise en charge de Transition Pro ne peut excéder une année à temps plein. Hein. Donc on peut parfaitement solliciter des formations plus longues, mais attention, une année à temps plein, c'est la durée de financement maximum, ce qui implique qu'il doit y avoir, et notamment dans le cadre des formations d'infirmiers, des modalités de financement qui doivent s'envisager sur l'ensemble du parcours pour le sécuriser. Et nous travaillons en lien avec nos partenaires pour sécuriser ces parcours-là, mais on est effectivement sur un métier qui est identifié comme porteur et dont le financement est aujourd'hui pas parcours, l'ingénierie financière n'est pas forcément satisfaisante telle que ça se fait aujourd'hui. On en est pleinement conscient. C'est des parcours qui sont un peu plus simples à financer dans le cadre de transition collective, mais ça c'est un autre sujet sur lequel on fera peut-être un webinaire ultérieurement. Mais voilà, des parcours d'IDE, on arrive à en mettre en place, hein, mais tous ces parcours sur plusieurs années restent complexes et forcément un travail à faire. Et là, c'est là où l'accompagnement par un opérateur du CEP peut aussi simplifier, faciliter le parcours dans toute sa globalité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jean complète sa question. Vous nous dites que la durée moyenne ne signifie pas grand-chose, mais en même temps, vous nous incitez à réduire la durée des parcours. Quels repères pouvons-nous avoir? Le repère, c'est ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que on parle, enfin, définir une durée moyenne sur des parcours qui sont aussi divers que ceux qu'on vient de voir, entre quelqu'un qui veut passer un titre professionnel pour devenir conducteur routier, ou quelqu'un qui veut faire un diplôme d'aide-soignant et qui là, de toute façon, va être ça va s'inscrire dans un cadre réglementaire en termes de durée avec une inscription au journal officiel qu'on ne peut pas, sur lequel on doit s'appuyer. On voit bien qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Maintenant, on a des formations, très claires, hein, des formations notamment dans le domaine technique du bâtiment. Il me semble que j'ai en mémoire une formation technicien bureau d'études, par exemple, où un organisme va nous proposer une formation sur 12 mois pour un titre professionnel, alors que un autre organisme est en capacité de nous proposer la même formation sur 6 mois. Hein, donc, à un moment donné, il y a à la fois ce qui va être limitant, on va dire, dans l'individualisation, c'est l'organisation qui est prévue
ou le calendrier de formation qui s'applique à tous et dans lequel doit rentrer l'individu. Donc on voit bien que quand on est dans un cadre un peu rigide, dicté par l'organisation, la capacité à individualiser, elle se heurte à des problématiques organisationnelles. Et par ailleurs, d'autres organismes sont sur des modalités qui sont complètement individualisées, c'est-à-dire que chaque personne va avoir sa propre progression, et dès lors, pour le même titre professionnel, on va pouvoir avoir des durées qui sont très variables. Et donc c'est là-dessus, je dirais, qu'il faut regarder. C'est pas quand un dossier est examiné, il ne va pas être regardé sur sa durée, il va être regardé sur la pertinence du parcours qui est proposé. Et donc voilà, il y a des métiers qui ne nécessitent pas la même durée de formation, et c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut penser l'individualisation et pas dire on va chercher absolument à ce que toutes les formations fassent 6 mois ou 7 mois ou 8 mois. Non, c'est par rapport au référentiel de la certification visée. Quelle est l'ingénierie pédagogique la plus pertinente au regard de l'organisation de l'organisme de formation, de la situation de la personne et des capacités de la personne. On sait que tout ce qui est formation un peu hybride peut permettre, avec des appuis et des accompagnements pendant le parcours, d'avoir des appuis pédagogiques ciblés sur les difficultés ou sur les points qui nécessitent plus de temps. Et ça, ce sera clairement l'objet de ce fameux atelier en automne, de se dire, bon, ok, comment on va aller plus loin, quelles peuvent être les idées sur lesquelles on peut travailler, et qu'est-ce qu'on peut expérimenter peut-être sur des parcours qu'on a de manière plus récurrente que d'autres. Hein. C'est sûr que si pour un organisme, un dossier, le projet de transition professionnelle représente un dossier parmi 200 candidats, il n'aura peut-être pas les mêmes capacités d'individualisation que si ça représente 15 à 20 candidats régulièrement tous les ans. Voilà. On voit qu'il y a des échanges dans le chat et on remercie au passage Valérie et Paul qui sont là en appui en tout cas pour répondre aux questions. Donc nous avons Sabrina qui explique qu'en effet le positionnement avec l'évaluation préformative permet d'adapter la durée de l'individu. Et puis une question autour du CPF. Alors effectivement, oui, le CPF, avoir des heures sur le compte CPF n'est pas un préalable pour pouvoir mobiliser le projet de transition professionnelle. Hein, donc là-dessus, pas de souci. Par contre, il y a probablement des choses à imaginer. Et ça aussi, on ne va pas le travailler là, mais sur comment la mobilisation en amont du compte personnel de formation peut permettre, de préparer la personne à entrer en formation, parce que souvent on est sur un double objectif, hein, c'est pas simplement de réduire, mais c'est de se dire finalement, si j'en fais une partie en portant de travail, dans le cadre d'un financement CPF, ça me permet déjà de me confronter à la réalité de ce qu'est et le métier et la formation que je vise, et en même temps, ça peut permettre ensuite, sur la partie qui serait sollicitée dans le cadre du projet de transition professionnelle, d'ajuster cette durée aux besoins qui resteraient à couvrir après la mobilisation du CPF. Et là, en même temps, cette première étape CPF hors temps de travail peut parfaitement faire l'objet, enfin pourrait être comparativement à un bilan de positionnement finalement, se dire voilà. Et donc il y a vraiment à penser ces ingénieries de parcours. Alors sans peut-être rentrer dans le détail aujourd'hui, on propose un certain nombre d'exemples, mais il y a des choses qui peuvent se réfléchir. Merci pour ces échanges et vos questions. Vous pouvez continuer à poser vos questions, on les traitera, on prendra un petit temps à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas. On peut continuer sur notre présentation avec la restitution du groupe numéro 3 donc, qui a eu lieu fin mars. Oui, tout à fait. Donc, concernant le certificat de réalisation, donc s'il y avait quelques messages en tout cas à retenir, il faut savoir que c'est l'unique document qui va nous permettre de rembourser le salaire à l'employeur, de régler les factures et enfin de verser au candidat son aide, enfin ces différentes aides qu'il pourrait avoir liées donc à la formation. Il est important, voire essentiel pour nous d'avoir un document exhaustif hein, qui reflète donc la réalité des heures qui ont été réalisées du coup. Et s'il devait y avoir un changement qui intervient dans le parcours de la personne, n'hésitez pas à nous contacter effectivement en amont, avant en tout cas d'être à l'étape du remplissage en tout cas du certificat de réalisation. Une autre information, c'est qu'effectivement, vous devez tenir en tout cas à notre disposition en cas de contrôle les émargements de la personne. Au niveau des plus-values du certificat de réalisation, il va permettre également une certaine fluidité vis-à-vis de l'employeur parce que lorsque vous remplissez ce certificat de réalisation, une notification est directement envoyée
à l'employeur. Donc, c'est vrai que c'est plutôt facilitant, en tout cas. Pour toute question, notamment sur les certificats de réalisation, n'hésitez pas, de par vos espaces sécurisés, à adresser un petit message à notre service gestion. Merci Amandine. C'est vrai que sur ce groupe, hein, on voit qu'on est allé sur des choses quelque part plus techniques, administratives, financières, mais nous sommes aussi allés à évoquer les enjeux et les plus-values effectivement que tu viens d'évoquer. Donc, il y a beaucoup de questions sur ce groupe et de réponses apportées par les collègues. Donc, merci encore. Alors peut-être sur le certificat de réalisation, effectivement, c'est le document qui permet d'attester la réalisation, hein, et donc d'enclencher les paiements. Mais en cas de contrôle de service fait, évidemment, tout ce qui a permis d'établir ce certificat de réalisation pourrait être demandé auprès de l'organisme de formation. Alors, certains nous entendent mal. Alors, c'est vrai Oui, qu'on est. on a les masques. C'est vrai que La situation fait que nous parlons un peu dans nos masques. On va essayer de rapprocher voilà, du micro. Amandine, je pense que c'est ça. Se rapprocher un peu du micro. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au certificat de réalisation ou à des besoins de support, hein? Je sais qu'on avait aussi Oui. fourni un support qui avait été apprécié lors de ce groupe de travail. C'est peut-être des choses aussi qu'on pourrait rediffuser Tout à fait. à tous les participants. Donc n'hésitez pas là aussi s'il y a des petites questions, de besoin d'éclairage. Difficultés que vous auriez aussi rencontrées hein, dans certains cadres, on est là aussi pour en échanger. Et il peut y en avoir des difficultés. Oui. Hein. Je crois que peut-être ce qu'on n'a pas rappelé en amont, c'est que le projet de transition professionnelle, qui est le dispositif principal dont on parle aujourd'hui, il est régi par un cadre réglementaire qui limite aussi nos capacités d'action. Hein. Donc le premier, c'est déjà, on est bien sur un changement de métier obligatoire. On est sur un positionnement de préalable obligatoire, et ça, c'est pas une demande de transition pro. La demande de transition pro, c'est qu'il soit fait qualitativement, mais la demande réglementaire, c'est qu'il soit de toute façon fait, et il y a des choses qui sont prévues à l'intérieur. Donc là, on est bien dans le cadre réglementaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le guide de prise en charge qui s'applique à compter de maintenant et qui a été élaboré par France Compétences et qui détermine aussi ce qui peut être financé, comment, dans quel cadre, comment les remboursements sont faits. Donc tout ça s'inscrit dans quelque chose d'assez structurant, mais qui peut aussi parfois générer quelques difficultés d'appréhension du dispositif. Et là, je pense que c'est important que le dialogue s'installe et qu'il s'installe dans les deux sens. Hein. Vous avez besoin d'une meilleure compréhension ou de quoi que ce soit, ou vous imaginez que vous pourriez peut-être faire quelque chose, vous voulez vérifier la faisabilité, nous sommes à votre disposition. Vous constatez une difficulté particulière dans le cadre des relations que vous pouvez avoir avec les services de transition pro, je pense que là aussi, c'est important que nous soyons conjointement dans des démarches d'amélioration continue. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous quand nous constaterons des difficultés dans le cadre d'un parcours. Et je vous invite à en faire de même, c'est-à-dire que si vous rencontrez des difficultés dans le cadre de l'élaboration de votre dossier, vous avez un interlocuteur ici qui parle peut-être pas fort dans le micro, mais qui sera toujours disponible pour voir avec vous comment, quelle est la difficulté que vous rencontrez, quelle est la réponse qui vous semble complexe, et comment on peut trouver, dans la mesure du possible et dans le cadre qui nous a imposé, la meilleure des réponses pour permettre que ce parcours puisse se mettre en place. Et c'est important, parce que l'amélioration continue, elle ne se fera pas que d'un côté, elle se fera bien des deux côtés, et en parfaite confiance. Je crois qu'on a le principe de confiance qui est important. Nous le disions dans les propos introductifs, nous lançons les contrôles qualité. Donc, point important aussi, et voilà, nous saisissons aussi l'opportunité de ce webinaire pour effectivement pouvoir vous en faire part et vous donner un petit peu de détails par rapport à ça. Alors effectivement, je vais peut-être me rapprocher du micro. Lionel, je te prends la place. Voilà, j'espère qu'Emmanuel m'entendra mieux. Donc effectivement, Transition Pro a une mission de qualité qui est réglementée. Alors pour vous expliquer un petit peu notre process, nous allons convenir en fait d'un rendez-vous avec vous environ 3-4 semaines avant
pour convenir donc d'une rencontre. On vous proposera de toute façon 2 dates avec des créneaux différents. Donc vous n'hésiterez pas à nous dire la date que vous aurez choisie, sachant que le premier contrôle qualité aura lieu donc du coup le 22 juin. Il faut savoir que sur l'année 2021, ce seront 20 parcours qui seront contrôlés. Alors, on parle bien de parcours singuliers. Et nous avons fait le choix également du coup, de choisir des parcours qui sont aussi bien en cours, mais également des parcours qui seront soldés. Alors, ces contrôles vont s'articuler autour de 6 thématiques qui reflètent quelque part les différentes étapes d'un parcours, mais qui reflètent également les constats émis donc, par notre commission d'instruction. Alors, vous les avez donc sous les yeux, je vais vous les illustrer. Au niveau du recours à la formation, on va aller chercher quelque part comment l'organisme de formation est en capacité de faciliter l'accès à la formation. Au niveau du positionnement, nous allons chercher à savoir comment vous prenez en compte les préoccupations et quelque part ce qui amène le candidat à choisir telle ou telle formation. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, comment l'organisme de formation va accompagner le candidat à s'approprier la proposition qui lui aura été faite. Concernant le parcours pédagogique, on va aller chercher si l'organisme de formation met en œuvre une pédagogie adaptée, notamment pour les personnes en situation de handicap, ou encore si l'organisme de formation informe le candidat d'une articulation spécifique et qu'il s'assure quelque part que le candidat en ait mesuré l'impact. Quant au suivi pédagogique, nous allons aller chercher comment l'organisme de formation s'empare de dysfonctionnements, d'alertes en tout cas qui peuvent être émises, et quelles solutions sont alors mises en œuvre par l'organisme de formation et le cas échéant en lien avec Transition Pro. Quant au certificat de réalisation, on vient d'en parler. On va aller chercher évidemment qu'il soit conforme aux attendus et qui reflète encore une fois la réalité des heures effectuées et ces heures qui doivent coïncider avec les feuilles d'émargement qu'on sera amené à vous demander dans le cadre du service fait. Et enfin, au niveau de la facturation, que celle-ci, en tout cas, réponde aussi aux attendus, notamment en termes de délai d'envoi de cette facturation, mais également en termes de mentions légales et obligatoires qui doivent apparaître dessus. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Alors déjà, vous aurez les contacts en fin de webinaire. Il y a une page avec les contacts si oui. Je dis pas le merci. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous pourrez vous rapprocher d'Amandine ou de Marilyn pour avoir plus de questions. Alors peut-être juste, moi sur les contrôles, on est bien dans une phase où on les met en œuvre. Donc c'est première année de mise en œuvre aussi pour nous. Alors ça s'appelle les contrôles qualité, mais in fine, est-ce qu'on n'est pas sur des audits de parcours? Il est temps de reprendre finalement comment ça s'est passé, comment ça a été construit, et on va bien être dans une logique plutôt de travailler avec vous, notamment cette première année, en se disant nous avons aussi, par rapport à la méthode que nous allons déployer au niveau des contrôles, probablement à l'ajuster et à la faveur de l'expérience que nous aurons sur cette première année, nous ajusterons et progressivement on passera à un déploiement des contrôles. Alors, je sais que par ailleurs les organismes de formation sont soumis à de nombreux contrôles divers et variés. Alors oui, on s'appuie sur les éléments de Calliope. L'idée, c'est pas non plus réinventer quelque chose. L'idée, c'est d'aller plutôt sur le contrôle de l'action de formation que d'aller sur le contrôle de l'organisme de formation, donc de partir de situations singulières. Ces situations singulières, elles disent ce qu'elles disent pour la situation qui est auditée, et elles peuvent faire émerger les axes d'amélioration ou au contraire, des pratiques particulièrement vertueuses qu'on pourra partager et essayer d'essaimer, mais elles ne vont pas forcément être le reflet de la qualité d'une manière générale de ce qui est délivré au sein de l'organisme de formation. On en est parfaitement conscient. C'est l'entrée qui est prise et pour autant, la répétition de ces contrôles sur les parcours pourra donner à terme une bonne image. Mais on est bien là, encore une fois, même si c'est notre mission d'assurer le contrôle qualité des formations qui sont dispensées, on est bien là aussi
dans une démarche de co-construction et d'objectif in fine de mettre la qualité au cœur des parcours. Une question de Valérie K. Ce contrôle est-il obligatoire pour des OF certifiés Calliope? Alors, ce contrôle, oui, quelque part, il est obligatoire puisqu'il s'inscrit dans nos missions et a été réglementé par le Code du travail notamment. Donc, oui, effectivement, il est obligatoire, mais il faut bien dissocier, effectivement, comme le disait Lionel, les contrôles des parcours parce qu'on se doit quelque part de vérifier que nous finançons des actions de formation dites de qualité et Calliope qui est, encore une fois, un tout autre contrôle. Oui, peut-être juste, effectivement, Calliope, c'est un certificat. Ce certificat, il permettra à terme d'aller chercher des financements mutualisés. Donc, c'est une condition nécessaire, de toute façon, à terme, pour obtenir un financement dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. La logique, elle n'est pas de se substituer ou de venir, mais c'est de se dire, malgré tout, oui, tous les organismes avec lesquels nous allons travailler, à terme, seront Calliope ou équivalents. Donc, c'est le ticket d'entrée. Derrière, effectivement, je pense que la logique, c'est de contribuer aussi au contrôle qualité d'une manière générale, et il n'y a rien qui nous empêchera à un moment donné aussi d'être en lien avec France Compétences sur ces sujets-là, et puis de prendre en compte, quand cela est possible, la particularité des parcours qui sont délivrés pour les personnes qui sont des salariés actifs, en fait, hein, donc, dans le cadre du projet de transition professionnelle, où il peut y avoir des attendus spécifiques, et je pense que voilà, on en parle depuis tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui est obligatoire, notamment dans le cadre du référentiel Calliope, et qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus quand cela est possible, et ça, c'est pas des éléments bloquants, hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus pour mieux répondre aux attendus du dispositif spécifique qui est géré, et ainsi permettre peut-être aussi de proposer des parcours candidats qui soient beaucoup plus adaptés ou parfaitement adaptés à leurs besoins et aux capacités, par la nature du dispositif et par les fonds disponibles, de transition. Nous avions une question. Est-ce que ce contrôle se fera sur site et avec prise de rendez-vous? Oui, tout à fait. Nous vous adresserons un mail pour convenir, donc environ 4 semaines avant, pour convenir d'un rendez-vous. Ces contrôles pourront tout à fait se faire sur site. Les premiers contrôles que nous avons engagés le 22 juin, pour le moment, sont prévus en visioconférence par voilà, le contexte sanitaire actuel. Donc, mais à terme, oui, ce sera sur site, effectivement. Nous pouvons du coup poursuivre. Il y a une question aussi tout à l'heure qu'on peut reprendre là sur l'artisanat. Olivier donc, nous dit bonjour, au sujet de la reconversion des personnes déjà qualifiées vers l'artisanat par exemple, on fait face à des refus quasi systématiques et c'est une déception. Eh bien, je peux comprendre que si les refus sont quasi systématiques, c'est une déception. Je pense que, en cas de refus, ce qui est important, c'est de comprendre le refus, déjà. Alors, est-ce que c'est lié à la qualification de la personne? Potentiellement. C'est-à-dire que nous appliquons des priorités qui sont définies nationalement et qui sont, pour certaines, déclinées régionalement, mais ces priorités, elles entrent bien dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure, qui est le cadre national qui régit le fonctionnement du projet de transition professionnelle. À l'intérieur des priorités, il y a des marges de manœuvre. Et c'est des sujets qui sont, excuse-moi Marine, mais je suis en train de parler de ta mission, là, j'aurais pu te laisser la parole, mais il y a systématiquement, après chaque commission, des échanges qui sont faits avec les conseillers en évolution professionnelle pour justement expliquer ces décisions, alors pas sur des cas précis, hein, on ne va pas parler des cas précis lors de ces échanges, mais en tout cas d'expliquer quels sont les leviers qui sont ceux qui peuvent être mobilisés par les individus pour augmenter les possibilités d'accéder à un financement. Ça ne veut pas dire que voilà, on peut faire tout ce qui est possible et pour autant avoir un refus pour des raisons de priorité, mais il y a des refus qui sont liés à des critères.
Et donc, c'est vraiment important de voir si, dans ce cas de figure-là, c'est bien les priorités qui jouent, donc plutôt des éléments administratifs, ou si c'est des critères qui sont notamment liés à l'adaptation du parcours de formation, à la pertinence du projet et perspective d'emploi. Merci. Voilà. Et je pense que quand on parle positionnement, quand on parle qualité de parcours, ça, c'est des éléments qui sont à la main des organismes de formation en concertation avec les individus. C'est-à-dire que vous avez, dans l'offre que vous allez produire, un rôle et un impact sur les décisions qui sont prises lors des commissions. Sur le dossier de l'individu, il faut qu'il soit individualisé. Mais si on reprend la diapo qu'on a vue un peu plus tôt, quand on dit servir le plus grand nombre, c'est aussi, si chaque parcours est individualisé, le taux d'acceptation de transition pro va augmenter, et donc on permettra, et notamment aux personnes qui sont peut-être moins prioritaires, d'accéder à des formations alors qu'elles ne le peuvent pas aujourd'hui. On est sur un taux d'acceptation qui avoisine les 70%, c'est-à-dire que 7 dossiers sur 10 sont financés. Quand vous montez un dossier, vous avez potentiellement 3% chances sur 10 qu'il soit refusé. Mais je pense que voilà, ces questions-là, alors c'est sûr que la période est un peu chargée aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment des questions sur lesquelles il ne faut pas hésiter à capitaliser et à nous solliciter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez envie qu'on vienne vous contrôler, il faut lever la main. Et à ce moment-là, on en profitera pour instaurer un dialogue avec vous, et notamment sur ces questions-là qui peuvent être travaillées en reprenant dossier par dossier et en essayant d'expliquer, de comprendre ce qui a amené un refus ou une acceptation. J'allais justement rebondir là-dessus. Merci. Effectivement, tu parlais de mon service, mais aussi quelque part des services qu'on peut aussi rendre au sein de Transition Pro et vers vous. Donc, Olivier, effectivement, j'ai envie de dire, je vous encourage à prendre contact avec nous et peut-être spécifier un petit peu ce que vous voulez dire derrière votre phrase, et notamment concernant l'artisanat. On peut tout à fait analyser les choses, les objectiver pour justement se rendre compte de ce qui peut être fait et des leviers dont Lionel parlait. Donc, voilà, juste pour ce complément. Les métiers de l'artisanat, en plus, répondent notamment à la question, peut-être pas tous, mais une bonne partie des métiers identifiés comme étant à forte perspective. Donc, ce qui apporte déjà un point de priorité supplémentaire en Grand Est. En tant qu'organisme de formation, nous ne connaissons pas les réelles raisons du refus sur le courrier, sauf erreur de ma part. Question de Valérie. Eh bien, on parlait tout à l'heure de points de progrès. Je pense que vous en pointez un, c'est-à-dire, alors, sans tout vous dire, mais donc donc on travaille en lien avec France Compétences, notamment avec la médiatrice de France Compétences, qui travaille avec l'ensemble des éléments des transitions pro. Et effectivement, on sait bien que ça, c'est un véritable point d'amélioration, c'est-à-dire l'explicitation dans les courriers. Alors, ça ne remplacera jamais l'échange que j'évoquais tout à l'heure, mais l'explicitation dans les courriers, de manière plus fine, des éléments de refus. Alors, ils sont déjà, on a déjà des éléments qui précisent quand même, mais ils sont plutôt tournés vers l'individu. C'est-à-dire que la personne, elle a dans son courrier, elle, des éléments sur le projet qui lui permettent de comprendre. On sait qu'ils sont perfectibles. C'est vrai qu'au niveau de l'organisme de formation, les notifications sont probablement moins détaillées. Et quand je parle de collaboration, je parle vraiment de collaboration sur ces sujets-là. Je crois que c'est dès lors que vous avez un nombre de dossiers importants qui a été constitué auprès de nos services, qu'ils soient financés ou non, il peut être intéressant dans le courant de l'année de solliciter un temps d'échange avec nous pour décrypter ce qu'il y a derrière. Parce que dans nos principes, je parlais de principe de fonctionnement tout à l'heure en introduction, moi, le principe de transparence est un principe important, parce que c'est bien en étant transparent et en créant de la confiance qu'on arrive à améliorer les choses. Donc là-dessus, je dirais les informations, elles sont parfaitement diffusibles, mais voilà, c'est des choses qu'on fait plutôt en face à face. Oui. Parce qu'il faut qu'on se comprenne, et puis c'est d'éviter de diffuser des informations à caractère confidentiel le cas échéant, mais en tout cas à travailler sur les situations et comprendre ce qui s'est passé, sachant qu'il y a vraiment un processus qui est calibré au niveau des commissions pour justement que les décisions soient systématiquement argumentées dès lors qu'elles répondent à un critère, une priorité.
On peut terminer ce webinaire par une proposition que l'on a à vous faire. C'est votre participation active à 2 ateliers. Premier atelier, charte d'engagement, et le deuxième atelier dont on vous a parlé tout à l'heure à l'automne sur l'ingénierie pédagogique. Et vous allez avoir accès à un lien Doodle si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant. Sur la charte, peut-être Lionel? Les engagements? C'est une idée. Hein, nous vous faisons part de nos idées. Et notamment, on évoquait tout à l'heure, quel impact j'ai dans l'offre que je propose sur le fait que le dossier va être financé ou non. L'idée qu'on travaille là, c'est de se dire peut-être que avec les organismes qui ont envie de s'engager avec nous sur des éléments qui tournent autour de ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, on pourrait travailler ensemble à la coécriture d'engagements réciproques. Hein, et je dis bien d'engagement réciproque. Quel est le service plus qui pourrait être proposé aux organismes qui s'engageraient dans cette démarche-là, et qu'est-ce qui serait pertinent de trouver dans cette charte pour répondre aux attendus de la commission d'instruction qui examine les dossiers, conseil d'administration de transition pro, donc plus globalement aux attendus du dispositif en visant des éléments qualitatifs un peu supérieurs. Donc l'idée c'est qu'on la coécrive, je ne sais pas encore à ce stade-là quelle modalité opérationnelle ensuite ça prendrait, mais dans l'idée c'est on coécrit une charte, les organismes s'engagent, et on est sur un engagement plutôt moral, nous on prend un certain nombre d'engagements également, et ça pourrait faire l'objet dans le cadre de nos priorités, d'un élément supplémentaire en disant ceux qui s'engagent dans cette démarche-là, on sait que d'emblée, ils sont sur une ingénierie de parcours qui va être une ingénierie de parcours adaptée et donc remplir le critère et donc correspondre à des ingénieries valorisées dans le Grand Est. Hein, mais à ce stade-là, on est sur un niveau de travail technique qui devra faire l'objet d'une validation politique au sein du conseil d'administration, donc ça dépendra évidemment du contenu de cette charte qui sera coélaborée, mais en tout cas, c'est aussi la poursuite du travail qui est mené. C'est-à-dire, au-delà de ça, c'est comment on écrit ce qui a été fait dans le cadre des ateliers. Merci. Donc, merci à Julie Bourgault, notre chargée de communication, qui a inséré dans le chat le lien. Donc, vous pouvez cliquer si vous souhaitez d'ores et déjà vous manifester et vous inscrire pour le 6 juillet à cet atelier charte d'engagement pour partir sur cette coécriture. S'il y a des réactions particulières, s'il y a des dernières questions peut-être. Oui, vous aurez l'enregistrement du webinaire. Il y a un replay qui va vous être proposé avec le support qu'on vous a présenté aujourd'hui, Sandrine. À ce stade-là, l'idée de charte est bien une initiative régionale. Par rapport, alors peut-être je peux dire la question. Oui, effectivement, Adeline pose la question si cette charte d'engagement est une initiative plutôt régionale ou si elle aura un impact sur le plan national. On est sur une initiative qui vise à poursuivre le travail qu'on a engagé. En fait. Je dirais, ça ne se veut pas être un document. En tout cas, on n'est pas dans une démarche de créer de la contrainte, pour être clair. Donc après, quel usage commençons par écrire, et puis en tout cas, on n'est pas dans le cadre d'une démarche nationale. Mais ça peut faire des petits. Merci Stéphanie pour faire circuler effectivement au sein de votre organisme les différents ateliers, notamment la charte. Peut-être plus de questions, en tout cas à ce stade. Hein. On reste disponible et on remercie l'ensemble des participants. Vous êtes toujours avec nous, puisque vous n'êtes pas loin de 80 à être là en ligne, à la fois à nous écouter, à participer, poser vos questions. Donc, merci encore à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à la construction de ce webinaire.
des personnes que vous ne voyez pas, mais qui sont bien là et qui contribuent activement à pouvoir justement nous aider à délivrer l'ensemble de ces messages, à continuer nos actions. Donc voilà, merci à tous, merci à Lionel, à Nadine. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est bon, voilà, je crois que aujourd'hui, c'est la traduction du travail qui est engagé depuis le début de l'année, Oui, hein, oui. plus particulièrement pour une structure jeune comme la nôtre, effectivement, ça demande de l'engagement, de l'investissement, et puis c'est la traduction opérationnelle à la fois d'attendus forts, mais aussi d'une méthode qui est conforme à nos ambitions et qui vise à construire, co-construire, plutôt que de poser des cadres rigides. Voilà. Donc, merci aux équipes, merci aux participants, merci aux organismes qui ont contribué, qui ont travaillé avec nous, et puis merci à ceux qui vont s'engager pour la suite des travaux. On a du pain sur la planche. Donc, à très bientôt pour la suite. Très bonne journée. Bonne journée.